présentation de toutsurlehockey.com. « 24 mars 2022, épisode 51 du TSLH Podcast. Dernier épisode, on vous a parlé de nos prédictions, de comment on voyait la date limite des transactions approcher. Maintenant, c'est derrière nous. Les échanges sont terminés. Il y a eu même une transaction qui a été annulée. On pourrait y revenir si on a le temps. Mais il y a eu beaucoup de mouvements dans la semaine précédant la date limite des transactions. Je suis avec Max et Pascal pour cet épisode-là. On vous rappelle que l'épisode est une présentation, le podcast est une présentation de Barbe Noire Viande Fumée. Vous pouvez consulter leur site web au barbenoire.com pour passer vos commandes de viande fumée, que ce soit des ailes de poulet, du bacon, des côtes levées. Ils ont un gros inventaire de stock. Donc, visitez leur site web. Allez mettre un petit pouce sur la page Facebook également de Barbe Noire. On les remercie d'être avec nous autres pour le podcast. Ils ont aussi été présents pour la date limite des transactions. Donc, on les remercie bien gros. Date limite des transactions, le trade deadline. Au dernier épisode, la transaction de Ben Sherratt n'avait pas été faite. Donc, on va revenir immédiatement là-dessus. En fait, on va revenir sur les transactions qui ont été menées par Kent Hughes et Jeff Gorton, c'est-à-dire Ben Sherratt, Artturi Lehkonen et Brett Kulak qui sont partis du CH. Max, on va commencer avec la transaction de Ben Sherratt. C'est elle qui est la plus éloignée dans le temps. Max, tu as vu cette transaction-là d'un œil positif, négatif? Comment tu as vu la première transaction d'envergure, si on peut dire, de Kent Hughes? Ben, c'est pas vrai, il avait fait Toffoli. Ah oui, c'est vrai. Merci de me ramener Mathieu, à l'ordre. On dirait que moi, dans ma tête, le trade deadline, c'était ça. Tout ce qui était avant ne comptait pas. Effectivement, Tyler Toffoli, une transaction d'envergure. Donc, sa deuxième. On y va avec sa deuxième. Cela dit, moi, à partir du moment où pour Sherratt, tu avais un choix de première ronde, tu pouvais difficilement t'en sortir pas gagnant. On savait que sa valeur était probablement plus élevée qu'un simple choix de première ronde. Puis là, ben, on est allé chercher un espoir que personnellement, je ne connais pas. Puis tu sais, ça ne sera pas une vedette, ce gars-là, mais si ce gars-là, en plus, atteint la LNH, ben, ça reste un gars qu'on aura eu dans ce trade-là. Mais la grosse valeur, puis on le dit, c'est le choix de première ronde. Maintenant, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec ce choix de première ronde-là. Ça va être la façon de l'utiliser. Il faut repêcher comme du monde. Mais à la base, tu regardes l'échange. Puis moi, il y a un choix de première ronde, je suis content. Simple de même. Exact. C'est un choix de première ronde en 2023 en plus, qui est un excellent draft, puis non protégé. Ils ne manqueront pas les séries. Là. Je pense pas que ça va arriver, mais on ne sait jamais. Donc, c'est vraiment un bon trade. C'est un win-win, dans le fond. C'est un bon trade pour Floride aussi, qui rajoute un gros défenseur très sous-estimé, je pense. Même à Montréal, je pense que c'est un gars assez sous-estimé. Là. Écoute, il est là pour les séries, puis il va jouer pour les séries. Ça va être un bon fit pour eux autres, sérieusement. Il ne joue pas mauvais, en plus, à soir, là, pour eux autres. Pour le bout que j'ai été réveillé en l'écoutant. Donc, bien content. Puis ce Milanek, ça demeure un espoir avec un potentiel, mettons, middle six, là, si on veut. Là. C'est pas hyper élevé, là, mais c'est bien content aussi de l'ajouter. Là. C'est gratuit, donc c'est le fun. C'est du profit. Par la suite, on a su de Pierre Lebrun, je crois, que la valeur de Jacob Chychrun avait augmenté après la transaction de Ben Sherratt. Donc, le simple fait, justement, que la transaction de Sherratt a augmenté le marché,
ça prouve que Kent Hughes a obtenu quand même gain de cause dans cette transaction-là. Est-ce que ça va être une transaction qu'on va pouvoir dire gagnante pour l'organisation? Ben, comme Max le disait, il va falloir bien repêcher. Il va falloir que ce joueur-là se développe. Mais pour l'instant, on peut être très satisfait du retour de Sherrod lorsqu'on compare ce qui a été fait à travers la Ligue nationale au deadline. Smilanic, pour un profil complet, vous avez qu'à consulter le site web toutsurlehockey.com. La barre de recherche, écrivez Smilanic ou dans la section TSLH Espoir, vous allez trouver un profil complet rédigé par Pascal, un profil contemporain. On a aussi un profil de son année de repêchage. Donc, si vous voulez apprendre à le connaître, vous pouvez toujours aller consulter le site. Par la suite, là, c'est ça. On a notre transaction de Sherrod. On a eu un choix de première ronde, mais un espoir peut-être plus B, limite C peut-être, mais quand même B. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Un espoir donc moins important, mais moyennant un bon choix de repêchage. Basculons à Artturi Lehkonen maintenant, qui n'a pas rapporté finalement un choix de première ronde, mais à mes yeux, a rapporté un espoir qu'on qualifie d'espoir A en Justin Barron, qui a rapporté aussi un choix de deuxième tour aux Canadiens. Pascal, en tout cas, moi, pour ma part, je peux tout de suite m'avancer. J'étais emballé par cette transaction-là, même peut-être plus que pour le retour de Sherrod, parce que Sherrod, c'est un peu nébuleux ce que ça va donner. On ne sait pas encore qui va donner, c'est qui que ça va donner le premier choix. Mais pour Justin Barron, j'étais très content, un défenseur que j'ai apprécié regarder l'année passée en scoutant l'Heureux et Why Not pour le repêchage 2021. Pascal, je pense que tu as été aussi excité que moi, je me trompe-tu, de voir arriver le défenseur droitier à Montréal? Ah, j'étais bien content. Ça demeure un trou dans l'organisation, surtout au niveau de la relève, cette position-là. Le meilleur étant Logan Mayuk. On ne sait pas s'il va faire la Ligue. On ne sait pas si le Canadien va accepter qu'il fasse la Ligue sous leur nom. Donc, on ne sait pas tout ce qui va arriver avec lui. Fait que on voit que c'était vraiment un problème pour eux à régler sur le marché de transactions. Fait que tant mieux si c'est arrivé contre Lehkonen. C'est un espoir A. Il joue en ce moment dans la Ligue américaine. Puis, fait qu'il est vraiment près de la Ligue nationale de hockey, comparativement à Smilanic, mettons, ou bien Heinemann qu'on a acquis contre Toffoli. Donc, j'étais vraiment content. C'était pas inespéré que Lehkonen parte, mais c'est pas qu'on y croyait pas, mais c'était comme, il n'est pas nécessaire qu'il parte nécessairement. Ça fait beaucoup de nécessaire, mais bon. C'était pas tant nécessaire qu'ils partent, mais c'est comme si sa valeur ne sera jamais aussi haute. Donc, quand ils ont réussi à faire partir, on pensait que c'était une joke au début qu'on couvrait la date limite de transaction là, sur le site. On était comme, ça va être une blague, ça doit pas être vrai du tout. Non, c'est vraiment vrai. Justin Barron, deuxième choix. Wow, OK. C'est vraiment un bon trade. C'est que, dans les propositions que j'avais marquées pour Lehkonen dans la semaine avant la date limite des transactions, pour Colorado, j'avais dit Oscar Lawson puis un troisième choix. Puis Barron puis un deuxième, c'est au-delà de ce que je voulais. Donc, je suis vraiment content. Personnellement, j'étais déçu un peu de ne pas avoir de premier choix rattaché à ça, mais la présence de Barron vient rattacher ça. Si ça avait été un attaquant ou un défenseur gaucher, je serais resté sur ma faim, mais là, juste le fait que ce soit un droitier, ça compte pour beaucoup. On dit qu'il ne faut pas repêcher selon tes besoins actuels, puis ça, je suis d'accord avec ça. Mais là, justement, on va chercher un gars qui, comme tu le disais, Pascal, est probablement très près de la LNH. Donc, va pouvoir, à court terme, venir combler dans une certaine mesure les lacunes à droite. Puis ça vaut de l'or. Puis, tu sais, c'est un gars, puis tu le sais autant que moi, Pascal, puis Matt, si c'était pas de ce qu'il a eu à son année de repêchage, là, ses problèmes de santé, là, c'est un gars qui potentiellement pouvait sortir top 15, c'est peut-être top 10, là, c'était tout un talent, ça. Là. Fait que non, si son développement a bien été, je ne l'ai pas regardé nécessairement depuis son junior. Mais non, c'est une grosse acquisition. Sur le coup, comme je dis, l'absence de choix de première ronde m'a dérangé parce que moi, je me disais que ça prenait absolument un choix de première ronde puis un espoir A. Mais plus j'y pense, plus je réfléchis à tout ça, je suis très content du trade. Barron, depuis le début de la saison, tu vois vraiment qu'il y a une bonne amélioration dans sa première saison pro.
Le problème, c'est au niveau de la relance. Des fois, il se débarrasse un peu de la rondelle le long de la baie vitrée parce qu'il y a trop de pression. Mais il y a vraiment une belle amélioration pour la saison. Son patin est encore vraiment élite. Là. C'est vraiment un bon patineur pour son gabarit. Donc, c'est juste... en ce moment, il n'y a pas de drapeau rouge. C'est juste la maturité à prendre à un niveau supérieur. Fait que moi, je suis bien content. C'est vrai ce que tu dis, Max. Si ça n'avait pas été de son problème de caillot dans le sang, probablement que ce gars-là sortait mid-first, puis peut-être même un peu plus haut. Puis je vous rappelle, au repêchage, quand on avait entendu le nom de Justin Barron dans le live, on était très content de voir qu'il y a une équipe qui a fait abstraction de ça, puis qui s'est concentrée vraiment sur le talent du joueur, puis qui soit sorti. De mémoire, me semble, moi j'avais fait une liste, mais je rappelle que c'était basé sur quelques petits visionnements, des highlights, tout ça. C'était la première année qu'on avait une stat, on l'avait eu sur le tard. Fait que j'avais pas tant regardé Barron. Puis je me rappelle, on l'avait comme un petit peu plus sur le bord de la première, à l'extérieur de la première ronde. Là. Puis quand il était sorti, on était vraiment satisfait. À tes souhaits, Pascal. Puis fait que c'est ça, tu sais. Puis le gars, en plus, après avoir manqué plusieurs matchs dans la LHJMQ, a été avec Team Canada quand même. Fait que, tu sais, ça a toujours été un gars que ses ennuis de santé n'ont pas nécessairement freiné les équipes. Fait que ça démontre à quel point ce joueur-là est vu comme étant un excellent prospect. Je vois son arrivée à Montréal d'un très bon œil, surtout que son développement est avancé. Fait qu'on pourrait le voir arriver dans la Ligue nationale presque en même temps que Goulet, mettons, d'ici 2 ans peut-être. T'sais. Fait que non, c'est de bonne augure, moi je trouve, Justin Barron à Montréal. Yep. Autre transaction chez le CH qui n'était pas une surprise en soi parce qu'on se disait quand même que si Kulak avait une équipe qui était intéressée, il fallait quand même le shipper ailleurs. Là. Puis je l'ai quand même breaké le matin même. Oui, c'est vrai. Dans une discussion avec des gens. Tu l'as dit en premier. On t'a pas fait de shout-out d'ailleurs. Je l'avais dit sur Twitter aussi. C'est vrai? Ah, ben ça, j'ai pas vu passer, par exemple. Ouais. Non. Mais. Puis t'as-tu eu 10 000 abonnés de plus avec ça? Ou, Même pas. Je comprends pas. T'as pas dit on m'a dit. Non, c'est pour ça. Mais non, je comprends pas ce qui s'est passé. Là. Non, mais je niaise. Ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que ça faisait. J'ai dit Kulak contre un choix de 2 à Edmonton, ça fait trop de sens pour ne pas arriver. En effet. Mais moi, j'ai été surpris, par exemple, du choix de 2, puis tant mieux pour le CH. Là. Hey, sérieusement, t'as Brett Kulak qui a été échangé contre Rinat Valiev puis Matt Taormina. T'acquiers ça contre absolument rien, là. Puis tu l'échanges quelques années après des bons services contre un choix de 2e tour. C'est la définition même de buy low, sell high. Faut pas que je me trompe parce qu'on a des running gags on inverse les choses, mais non, c'est vraiment une belle transaction mineure, mais quand même. Kent Hughes n'a pas hésité à capitaliser sur la valeur de Kulak, puis tant mieux. Edmonton le voulait, puis ils ont payé pour. Moi, ce qui me surprend, c'est que je voyais plein de tweets. Genre, si j'avais dit il y a un mois ou il y a 2 semaines qu'une équipe allait payer un choix de 2 pour Kulak, tout le monde m'aurait traité. Non, pour moi, c'est bien normal. Kulak, on dirait, on parlait de Charrot qui était peut-être sous-estimé. Kulak, c'est le vrai défenseur qui était sous-estimé à Montréal. Là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que ce gars-là, il était solide défensivement, excellente relance, patinait bien avec la rondelle. Kulak, c'était le vrai défenseur sous-estimé à Montréal. Moi, tu partais pas en bas d'un choix de 2e ronde, là, vraiment pas. Là. Et je comprends pas pourquoi ça a tant choqué / surpris du monde. Je comprends pas. Ben, c'est parce qu'il y a des défenseurs mieux reconnus que lui qui ont coûté un 3e choix, qui a un moins bon contrat que lui, surtout, qui ont coûté un 3e choix. Et quand il est parti, c'est vraiment à cause qu'il a un excellent contrat, il ne coûte rien. Fait que, avec le recul, je pense qu'un choix de 2e ronde, j'étais vraiment surpris, mais comme tu dis, je pense que c'était ça sa valeur à cause de son bon contrat, sérieusement. Puis que tu peux faire jouer avec n'importe qui dans
N'importe combien de minutes. Non, exactement. Là, il jouait avec Petrie, fait que c'est sûr que souvent, pas tout le temps, là, mais souvent avec Petrie, fait que c'est sûr que c'est quand même difficile des fois de jouer avec Petrie, on va se le dire. Là. Il n'est pas tout le temps ça couche. Mais bon. Il faisait du bon travail pareil. Oui, c'est ça. Ça allait quand même bien. Depuis qu'il est à Montréal, ça va quand même bien. Il y a un manque de constance évident là, qui va probablement prendre moins en moins de place là, de plus en plus qui vieillit. Là. On verra bien. Là. Mais, ça va être un choix de deuxième ronde fort probablement cette année. Parce qu'il faut, si Oilers se rendent en finale de la Coupe, ça va être l'année prochaine ou en 2024, je ne me rappelle pas. Là. Mais ils ne se rendront pas en finale de la Coupe. Là. Je pense pas que je vais faire un jinx là-dessus. Je pense qu'on peut compter sur le deuxième choix des Canadiens en 2022. Mais je pense que le fait d'avoir obtenu un choix de deuxième ronde découle du fait que Montréal a accepté de prendre William Lagesson dans l'échange. En fait, ce qui libérait un contrat dans l'organisation des Oilers. Je pense que Kulak, toute seule contre un choix, aurait peut-être pu plus donner un troisième ronde. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que ça change grand-chose. Je sais pas, moi, j'ai comme l'intuition que... Parce que je comprends pas pourquoi tu mets Lagesson dans l'échange de toute manière. Tu sais. C'est pas un genre de joueur que tu avais nécessairement besoin dans ton organisation. Ben, moi, honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire à Montréal. C'est un gars, c'est un gars qui est relativement mobile. Puis je suis curieux de voir. Pour vrai, je serais pas surpris que ce gars-là fasse son petit bonhomme de chemin à Montréal. Peut-être que c'est le genre de gars qui relance bien l'attaque que Kent Hughes avait visé. Moi, je pense que c'est pas impossible que le Canadien tenait à l'avoir dans l'échange. C'est un gars qui est capable de se battre. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui va être 7e défenseur. Pas obligé de l'envoyer à Laval, tu le laisses en haut. Fait que Goulet, Harris, tous ces joueurs-là vont pouvoir jouer à Laval au fond, à la place d'être 7e puis de jouer ça. Ça peut éviter justement de rusher de ces gars-là. Puis c'est un gars qui va pouvoir prendre des minutes sur un troisième duo. Là, je suis persuadé que c'est un gars qui est de calibre LNH, puis j'ai très hâte de le regarder. Un peu comme Schooneman. Ouais, genre, c'est d'ailleurs son émergence de Schooneman qui a vraiment permis cette transaction-là, Kulak, parce que si c'est pas de l'émergence de Schooneman, je suis pas sûr que en tant que DG du Canadien, ça me tente nécessairement d'échanger Kulak, même contre un choix de deuxième ronde. Si j'ai jasé avec Kulak, puis Kulak me dit qu'il est prêt à signer une coupe d'années à Montréal, puis d'avoir un rôle important dans la genre de reconstruction, moi, Kulak, c'est un gars que je veux garder à Montréal. Maintenant, avec l'émergence de Schooneman, ça permet de remettre un peu les choses en perspective puis d'avoir ce gars-là qui va être capable de prendre des minutes que Kulak ne prendra plus. Ah, c'est sûr. J'étais peut-être juste dans le complot, pas dans le complot, mais dans les théories que Edmonton visait. Mais non, mais j'avais comme le feeling que Edmonton avait peut-être l'intention d'ajouter une pièce de plus à la date limite, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il avait comme prévu le coup parce que si tu acquiers Kulak puis tu as encore Lagesson, ben c'est un contrat que tu ajoutes de plus. Là, je ne sais pas combien de contrats il y avait dans leur équipe, mais je me disais, s'ils se débarrassent du contrat de Lagesson, peut-être justement que ça pourrait laisser place à un autre move, je ne sais pas. Puis que ça a profité au CH en ayant un meilleur choix. C'est des spéculations rendues là, mais effectivement, Lagesson, tu l'as dans ton organisation, fait que rendu là, ils vont y trouver un rôle, puis je pense qu'il va être capable d'en avoir un rôle. C'est un défenseur à la limite qu'avec Laval dans la course des séries peut être très utile aussi. Fait que c'est ça va être à voir. Mais j'aime bien le point que tu amènes pour Schooneman, pour vrai. Je suis d'accord que si c'était pas de lui, d'après moi, Kulak, il serait encore à Montréal. Ça se peut très bien. Fort possible. On parle-tu du trade de Andrew Hammond? C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu Andrew Hammond. C'est vrai. Écoute, c'est contre qui l'ont... On va laisser Max reprendre le contrôle de son micro. Ouais, ben c'est ça. Là, je m'installe. Je suis dans mon lit vu que j'ai pas de bureau. Là. Tu fais comme Kevin Weeks. Ouais. Tu filmes des selfies de front en discutant hockey. Podcast en direct de mon lit. Mais Nate Schnarr. Ouais, Nate Schnarr, c'est ça. Mais tu vois, tu te débarrasses de Brandon Baddock contre Andrew Hammond. Il te sert quand même un petit peu à Hammond. Puis après ça, tu le repasses contre
Nate Schnarr, qui est un espoir quand même de 23 ans. On s'entend que c'est quand même pas mauvais pareil. Ouais, Nate Schnarr, ouais, il donnera ce qu'il pourra donner. Là. Puis l'important dans le trade-là, c'est le PR aussi. Il a été échangé Andrew Hammond parce qu'il est encore calibre NHL. Puis il voulait lui donner l'occasion de jouer dans une équipe qui va jouer dans la nationale de hockey. Donc, moi, personnellement, c'est un win-win. Là. Tu ramasses un gars de 23 ans qui va aider à Laval, qui pourrait jouer à Montréal aussi sur un 4 ou un 3. Puis, ben, t'as genre tout le monde dans la nationale de hockey qui sait que t'es un bon gars parce que tu donnes une chance à un gars d'aller jouer ailleurs. Fait que non, je suis bien content de l'aura de ce trade-là, mettons. Effectivement. Ça fait en sorte que le CH a fait 4 transactions. Donc, dans notre petit pool, il n'y a personne qui a eu raison pour ça. Il y avait Max qui avait donné 3 transactions pour le CH au deadline à partir du dernier épisode. Puis Pascal puis moi, on avait dit 2. Fait qu'on n'a pas de. Max gagne par défaut parce qu'il est plus proche, là, mais écoute, il l'a pas eu dans le 1000. Là. Mais bon, bravo Maxime. Puis merci. Pascal, pour le fun, combien de transactions au deadline depuis le dernier épisode? Je t'avais donné un petit devoir à faire. J'espère que tu l'as fait avant de t'endormir. Moi, juste avant de m'endormir, je l'ai fait. Je ne sais pas si ça inclut le trade de Dadonov qui, en fin de compte, n'a pas marché, là, mais c'est 46. Oh! 46 échanges. Ouais, t'avais dit combien? J'ai gagné. J'avais dit 42. Moi. Ben, c'est pas moi qui avais dit 42. Non, t'avais dit 38. Non. Oui. Pour ceux qui sont à l'audio, ils ne peuvent pas le voir, mais ici à l'écran, j'ai les notes. Je les avais pris en note. Ben, ok, d'abord. Donc, fait que non, t'as pas gagné sur toute la ligne, Max. Je sais que t'es mauvais perdant, mais il va falloir que tu acceptes le fait que j'ai gagné cette deuxième ronde du pool. Fait que Pascal est l'ultimate loser de ce pool-là. Je pense que c'est ça qu'on retient. Avec 26 transactions, Pascal s'attendait à un deadline assez tranquille, je pense. Oui, je m'attendais à un deadline tranquille. Là. Ça n'a pas été tranquille, tant mieux pour tout le monde. Non, effectivement. Parce qu'ailleurs, dans la Ligue nationale, il y a eu des transactions aussi, évidemment. On a eu, si je vais vite, il y a eu Hampus Lindholm qui est allé à Boston. Je pense qu'on en avait parlé, hein, de toute manière. C'est arrivé avant le dernier épisode, je pense. Je me trompe-tu? Ben oui, tu te trompes parce que c'est arrivé après Charrot. OK, c'est bon. Fait que Lindholm à Boston. Après ça, il y a eu Raquel à la fin du deadline à Pittsburgh. Il y a eu plusieurs autres transactions. Là, je ne les ai pas devant moi, mais je te lancerai Giordano au Leafs, c'est vrai. Je m'arrêterais quasiment à Lindholm, Max, parce que je pense que c'est une transaction que tu as quand même bien appréciée pour les Bruins. Est-ce que tu crois que les Bruins ont quand même assez payé pour les services du défenseur ou c'est un prix qui te semble assez équitable? Ben pour moi, c'est un prix très équitable. Lindholm, puis je le dis depuis des semaines, pour moi, c'est un des défenseurs les plus sous-estimés dans la LNH. Là. C'est un gars qui, si tu regardes son hockey des baies, il n'y a rien qui saute aux yeux. Là. Mais c'est un gars qui relance super bien l'attaque, qui est très, très bon défensivement. Il est bon partout, il est bon en zone offensive, même si les points ne viennent pas à pelleter. Puis en plus là, de réussir à le prolonger pour seulement 6,5 millions annuellement. Oui, c'est pour 8 ans, puis oui, à la fin, ça risque de faire mal, mais on s'en fout. L'important, c'est les premières années, parce que c'est là, les prochaines années, qui comptent vraiment pour les Bruins. Fait que 6,5 millions par année pour un défenseur comme Lindholm, c'est très solide. Solide move des Bruins. Un des plus beaux moves à mes yeux de la semaine qui précède la date limite. Là. Je suis d'accord avec ça. Merci, Pascal. Dans les transactions que je n'ai pas mentionnées, il y en a plusieurs. Là, je viens de sortir le fichier à côté de moi. Là, fait que j'aurais pas l'air perdu. Là. Claude Giroux, Brandon Hagel, entre autres, qui ont quitté. Andrew Copp, quand même. Ensuite, on a eu Max Domi qui a changé.
de place. On a parlé de Giordano tantôt. Puis, on a eu également Marc-André Fleury qui est allé avec le Wild. Ça, je vais y revenir parce qu'il y a de quoi qui me chicote un peu dans cette transaction-là. On a eu Jake McBain qui a finalement coûté le fameux choix de deuxième ronde qu'on s'était parlé dans le dernier épisode. Ça, je trouve ça épouvantable que les Coyotes dépensent un choix comme ça pour un joueur qui aurait pu avoir au prochain repêchage. Là, mais il y avait genre 4 choix de deuxième ronde pour le prochain repêchage, je comprends pareil. Là. Ouais, je comprends, là, mais en tout cas, moi, c'est le principe de... La seule équipe qui pouvait le faire, vraiment. Ouais, c'est sûr. Mais si on revient à Brandon Hagel, qui est quand même une grosse transaction, 2 choix de premier tour, 2 espoirs contre un joueur que je pense que c'est pas exagéré de dire qu'au début de la saison régulière, personne ne connaissait Brandon Hagel. Vous voyez comment cette transaction-là, Pascal, c'est-tu trop cher payé ou non? Ben, ça a acheté comme une bombe sur le marché des transactions, même dans notre chat privé là, au niveau de TSLH, on était comme, ben voyons donc, il a coûté 2 choix de première ronde. Mais tu sais, c'est 2 choix de première ronde, fin première ronde, donc c'est quasiment comme 2 choix de deuxième ronde. Tu sais, faut comprendre que ici, ce que Chicago acquiert, c'est vraiment de la quantité, pas nécessairement de la qualité, mais jamais ils vont dire non à ce retour monstre-là, sérieusement. Moi, je trouve que c'est un win-win. Au début, j'étais comme, qu'est-ce que vous avez fait là? Ça n'a pas de bon sens de payer ça. Mais Tampa Bay, c'est 2 coupes de suite qui gagnent, donc tout ce qu'ils vont acheter va coûter cher. C'est sûr, certaines, toutes les équipes les attendent avec tu veux quelque chose, parfait, paye le prix. Si tu veux une 3e coupe de suite, paye le maudit prix. Puis le maudit prix. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Mais tu ajoutes un gars jeune, un bon contrat, qui est sur le bord, qui est en voie de scorer 30 buts. Ça vaut cher, ça, pour une équipe qui veut avoir une 3e coupe de suite. Donc, avec le recul, c'est bien correct. Hein. Exact. Quand tu regardes ça, au début, tu vois ça, ça fesse, c'est gros, puis tu te dis tabarouette. Puis là, quand tu le prends le temps de relaxer, là, puis d'analyser, comme tu as dit, c'est 2 choix de fin première ronde, puis c'est 2 espoirs qui n'ont jamais rien fait de bon dans LNH. C'est marginaux, là. Rendu à 23-24 ans. Fait que tu sais, moi, je pense que Radish et Tkachuk vont avoir les deux un certain impact dans LNH, puis que les deux vont avoir une carrière correcte dans LNH. Mais tu sais, quand tu regardes ça, il n'y a pas de gros éléments. Puis de l'autre côté, tu peux le voir aussi le fait que probablement qu'Hagel connaît en ce moment sa meilleure saison en carrière. Fait que tu sais, des deux bords, c'est bon pour en ce moment. Puis tout le monde est content. Ils ont acheté du terme aussi. Tu sais, c'est vraiment... C'est surtout ça. Puis c'est ce qu'on a observé aussi là, tout au long de la date limite des transactions. Là, tu sais, le terme est important dans une ère où le cap salarial demeure flat. L'année prochaine, il augmente encore juste d'1 million. L'année passée, il n'a pas augmenté. Les joueurs qui ont des contrats encore valides pour plusieurs années, puis Hagel, il est valide encore pour 2 saisons, puis il va être joueur autonome avec compensation. Fait que le Lightning ont un certain contrôle sur le contrat de ce gars-là. Ben ça coûte cher, tu sais. Puis les joueurs de comme Lekonen, c'est un petit peu différent, par exemple, parce que oui, il était joueur autonome avec compensation cette année, mais c'est sa dernière année d'éligibilité. Fait que, tu sais, rendu là, si tu le signes une saison, ben l'année prochaine, il va être joueur autonome sans compensation. Fait que t'as comme pas le choix de donner un... Il est plus vieux, là, mais je parle, tu sais, Lekonen a coûté cher parce qu'il est RFA encore. Mais tu sais, tu parles que du terme, c'est important cette année et tout, mais pas le genre de terme comme Petrie. Vraiment, le terme abordable, ça coûte cher en ce moment. Oui, c'est ça. Normal. Exact. Dans le fond, l'espèce de time frame, l'espace-temps, avant d'en arriver au fameux contrat que là, tu n'as pas le choix de payer cher parce qu'il va être joueur autonome à la fin. C'est plus dans ce sens-là. Là. Je pense pour ça qu'ils ont payé cher. Puis, tu sais, on va revenir, là, mais t'as un joueur comme Claude Giroux, lui, quand tu regardes la valeur de Claude Giroux, tu regardes la valeur de Brandon Hagel, ben c'est sûr que là, tu te demandes en quoi
Les Panthers n'ont pas payé cher pour ça, mais l'histoire le dit, c'est que Giroux voulait aller jouer avec les Panthers. Puis il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il ne voulait pas aller jouer ailleurs, puis qu'il n'y a pas eu de surenchère. Puis ça a fait en sorte que ça a baissé le prix. Giroux a coûté un choix de première ronde, puis le bon vieux, Pascal va aimer ça, Owen Tippett. Owen Tippett. Fait que Tippett qui s'en va avec les Flyers. Sérieusement, les Panthers, je pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est les grands gagnants de cette date limite des transactions-là? Moi, pour moi, oui. Fait que je n'élaborerai pas plus. C'est vraiment clairement eux autres qui ont gagné la date limite des transactions, avec peut-être les Hawks. Les Hawks ont eu une grosse date limite aussi, je trouve. Quand tu ajoutes Giroux pour le prix que ça a coûté, mais déjà là, c'est solide. Puis quand tu ajoutes en plus un gars de playoffs, un défenseur mean comme Charrot, c'est solide. Là. On s'entend. Là. C'est clair. Puis, tu sais, les Hawks, oui, ça a coûté cher. Je veux dire, les Hawks, ils ont perdu à Hagel, mais en même temps, 2 choix de première ronde. Après ça, on va chercher un choix de deuxième tour 2022 qui pourrait devenir un choix de premier tour pour Marc-André Fleury. Puis tout ça en perdant Hagel, puis ils ont échangé Ryan Carpenter aussi. Puis Fleury, ben, il allait le perdre de toute manière. Fait que tu ne touches même pas à ton noyau principal, puis tu obtiens tous tes choix-là. Je trouvais que les Hawks pouvaient venir dans la discussion avec les Panthers concernant les gagnants de cette date limite-là. C'est sûr que les vétérans de l'équipe comme Kane et Taze ne seront pas contents de. Taze, il l'a dit ouvertement. Ouais, il n'est vraiment pas content de ça. Au pire, il partira, c'est pas grave. C'est une discussion qui va se faire avec eux autres. Veux-tu partir? Non, parfait, mais je ne m'empêcherai pas de liquider le club pareil. Fait qu'éventuellement, probablement qu'il va juste partir. Il va juste faire échanger. Il reste 1 an à leur contrat, les deux. Tu le liquideras l'année prochaine. En ce moment, Chicago, ils ont vraiment beaucoup d'éléments entre les mains là, pour reconstruire comme il faut. J'espère qu'ils vont réussir. Au moins, c'est pas Stan Bowman qui est là. Donc, les 2 choix de première ronde, ça ne sera pas des Nolan Allen comme l'année passée, sérieusement. Moi. Je le détestais, Stan Bowman. C'est rendu à Chicago, là, c'est rendu risible comme organisation. Donc, j'espère qu'ils sont repartis sur le bon bord, sérieusement. Donc, on verra, mais tu sais, juste échanger Fleury contre ce qui a coûté dans une organisation qui voulait juste aller là aussi. Wow, mais Floride haut la main, les gagnants de cette deadline-là, parce qu'ils n'ont pas acquis des joueurs qu'on ne sait pas trop s'ils vont réussir à ressortir dans leur équipe. Non, Sherrod, Giroux, c'est des bons joueurs en série. On le sait que ça va bien aller. Ça ne brisera pas leur chimie. C'est du monde qui ont de l'expérience. Donc, c'est bien content pour eux autres. Je regarde les Hawks, puis je termine avec ce point-là. J'ai l'impression que Stan Bowman avait de la misère à confronter ses vétérans, avait de la misère à... on a vu la sortie de Taze, puis j'ai l'impression qu'il ne voulait pas froisser ses vétérans, puis le DG qui est en place, lui, il a un plan, puis il va rester collé à son plan. Là. Quand même que Taze n'est pas content, moi, je pense que si Bowman avait été remplacé avant, la transaction de Seth Jones n'aurait jamais eu lieu. Là, c'est un peu là que je vais en venir. Là, Bowman, il voulait garder son équipe compétitive, c'est correct, mais je pense que Davidson, il est dans une autre mentalité. Ça ne plaît pas aux vétérans, ben, les vétérans qui s'en aillent. Ça va juste libérer de l'espace salarial aux Hawks. Ça va quasiment plus servir à eux que s'ils s'en vont. Ah, mais tu sais, si Kane et Taze sont disponibles l'année prochaine au deadline, ça va être un deadline de fou. Ça va être le fun en maudit comme deadline. Que Seth Jones va comme, ben là, les gars, pourquoi vous partez? Non, ça va être intéressant. Je parlais de Fleury tantôt. J'en glisse un petit mot avant qu'on passe au dernier bloc avec Max, là, parce qu'on va parler espoir après, puis Max va falloir qu'il aille faire son petit dodo. Fleury, ça m'a quand même surpris du Wild. Je trouve que le Wild, en général, a fait de bonnes transactions. Oui. Mais la question de Fleury étant une chose,
Je trouve ça très bon. Ils sont allés chercher de la profondeur devant le filet pour les séries cette année. Mais j'ai quand même été surpris que Kakkonen soit échangé aux Sharks, pour vrai. Là. J'ai comme l'impression, je ne sais pas si Fleury va vouloir re-signer avec le Wild l'année prochaine, mais j'ai comme l'impression qu'on va vouloir un peu rusher l'arrivée de Jesper Wallstedt dans l'organisation, parce que j'ai longtemps parlé que le Wild avait une belle structure pour les gardiens de but au niveau de la zone tampon, tout ça. Puis en échangeant Kakkonen, ça vient complètement tout bousiller ça. Fait que, bref, je ne sais pas trop comment Wild voit ça, là. Mais présentement, après, tu sais, là, le tandem, c'est Talbot et Fleury. L'année prochaine, ça va être Talbot et qui, tu sais, il va falloir qu'ils signent quelqu'un d'autre. Je trouvais qu'il était bien nanti avec Kakkonen, puis là, ben, ils viennent comme tout de mettre ça au vidange pour ça. Ils vont chercher Jake Allen. Ils vont chercher Jake Allen, c'est tout. Mais tu sais, ils vont pouvoir signer quelqu'un au pire. Mais oui, c'est un peu bizarre que même Kakkonen, quand il est parti, j'étais comme, oh, ok, c'est un peu bizarre. Puis là, tu sais, avec Fleury et tout, ouais, on comprend un peu mieux, là, tu sais, quand Fleury est arrivé, qu'il échange Kakkonen pour aller chercher d'autres choses. Mais tu sais, Bill Guérin a eu une des meilleures trade deadline, selon moi, là, dans le top 3-4 des meilleurs moves qu'il y a eu, là, dans le fond, plus utile à son équipe, parce qu'il n'est pas nécessairement contender, fait qu'il n'était pas all-in, mais il a quand même la chance de se rendre quand même loin, donc j'aime bien ce qu'il a fait. Pour les gardiens de but, on verra ce qu'il va faire cet été, mais il y a quand même un marché pour ça, donc il va être capable d'aller chercher quelqu'un, probablement un entre-deux. Là. Puis Wallstedt, ben, d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, 3 ans, il va être prêt, fait que au moins, il n'est pas à Edmonton pour petit Wallstedt. Yes. Ouais. Dernier petit segment avec toi, Max. Dans le dernier épisode, on a parlé de nos souhaits pour nos équipes favorites. Pascal, si tu veux parler brièvement des Wings, je sais que tu en avais parlé dans le dernier épisode. Le CH, on en a quand même parlé. Mais Max, je suis curieux de t'entendre au niveau des Sens. Est-ce que tu as apprécié les... Ben, je sais qu'il y a un move que tu as particulièrement apprécié de Pierre Dorion, là, mais as-tu apprécié généralement la date limite des Sens? C'était-tu sarcastique ou il y a un move que j'ai aimé pour vrai? Ben oui, Josh Brown. Ouais. Je pense, mais, oui, mais en effet, mais je me demandais si tu n'allais pas du côté justement sarcastique avec un move qui a amené un défenseur droitier à Ottawa. Bref, commençons justement avec Josh Brown. Oui, solide move. Brown, puis un 7 pour Zenichin, puis un 5. Écoute, moi, n'importe quoi. Moi, tant que Brown partait, j'étais content. Là. Fait que là, que tu sois capable d'aller chercher un ancien choix de première ronde, encore jeune, que tu amènes dans sa ville natale. Zenichin, c'est un gars d'Ottawa. Tant mieux si ça débloque. Puis sinon, on s'en fout, c'est Josh Brown qui est parti. Fait que ce move-là, rien à dire, très content. Nick Paul, pas que j'ai été déçu, mais je m'attendais à ce qu'on ait un... Puis ça, c'est peut-être ma vision du marché, mais en même temps, je pense qu'on était en droit de s'attendre à ce que Nick Paul rapporte un choix de première ronde. Avec le marché pour ce type de joueur-là, ce type de joueur de série-là, je pensais vraiment que Nick Paul allait rapporter un choix de première ronde. Là, il a rapporté un choix de 4 puis Mathieu Joseph. C'est cool. Je pense que Joseph va super bien fitter avec les Sens. C'est un gars qui est rapide, c'est un gars qui a des skills. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais je suis resté un petit peu sur ma faim. Je me serais attendu à peut-être plus de jeunesse, un meilleur pic. Mais peut-être qu'on s'est dit, justement, on est rendu là, on est rendu à aller chercher un gars qui peut nous aider tout de suite, puis c'est bien correct, puis j'ai hâte de voir Joseph. Pour ce qui est du deal que j'ai détesté, j'étais sans connaissance, le deal Travis à Monique. Je comprends pas comment on a réfléchi là-dessus. Premièrement, le gars était au balotage plus tôt cette année, personne n'en voulait. Les Canucks qui normalement auraient dû donner un choix à une autre équipe pour prendre à Monique puis son contrat de 3 millions pour encore 1 an. Puis là, les Sens donnent un choix de 3e ronde pour faire son acquisition. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. À Monique, qui est pas... Tu sais, pour moi, à Monique, je pense que je le prends avant Nikita Zaitsev dans une équipe. C'est l'essence du move.
c'est pourquoi. C'est juste ça, c'est pourquoi tu fais ça. Je comprends que tu veux t'amener déjà de l'aide pour l'an prochain. OK, mais tu as déjà Lassie Thompson à droite qui est capable de jouer du hockey de la LNH. Tu as déjà Jacob Bernard-Docker qui est aussi prêt à jouer du hockey de la LNH. Puis tu as Artem Zub. Puis tu as en plus de ça Zaitsev qui est, selon DJ Smith, un défenseur élite dans la LNH. Ça, c'est tout à droite. Là. Fais-moi pas croire que tu avais besoin de donner un choix de 3e ronde pour aller chercher le mauvais contrat à Monique. Je comprends pas le move. Je comprends vraiment pas. Espérons puis en passant, c'est rien contre Amonique, le joueur, parce qu'Amonique, le joueur, c'est un gars que j'apprécie dans une certaine mesure, capable de relancer la rondelle, capable d'être assez complet. Puis, comme j'ai dit, je le préfère à Zaitsev. Fait que si Amonique est arrivé, puis qu'après ça, on avait échangé Zaitsev, là, ma vision du move aurait changé. Sauf que là, c'est l'ensemble des choses qui fait que je fais « what the fuck ». Puis que ce move-là ne me satisfait pas du tout. Tu reçois un choix de 5e ronde pour Josh Brown. Fait que tu te dis, bon, c'est quand même pas si pire. T'sais. Brown n'était pas si bon selon tes dires, puis il reçoit un choix de 5. Tant mieux. Puis Zenichis. Tu te retournes. Ouais, puis là, tu te retournes de l'autre bord, puis tu fais, ils ont échangé un choix de 3e ronde pour avoir Amonique. C'est Amonique, c'est surtout le contrat de 3 millions pour encore l'an prochain que tu fais qui, puis sûrement qu'il va partir après ça aux joueurs autonomes. Là. Fait que tu sais, je comprends vraiment pas. L'avenir nous le dira, là. Mais pour l'instant, ce move-là laisse vraiment un goût amer. Puis c'est le cas chez moi, mais le Twitter, là, sur Twitter, les fans des Sens, là, c'était pas beau. Là. Il n'y a personne qui comprend le move. Il n'y a personne qui le comprend. Je comprends pas. C'est pas Monique. Moi, tout ce que j'entends quand on dit ce nom-là, c'est Amonique. En tout cas, bref. C'est pas son statut tentative. Non, mais c'est juste ça que j'entends. Depuis tantôt, c'est Amonique. Tout ce que j'entends, c'est Monique. En tout cas. Début de la saison, c'était pas son statut vaccinal, lui, qui posait un problème au début de la saison ou l'année passée? Oui, au début, Puis là, dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, tu as des reports qui sortent de certains insiders, journalistes, tout ça, que ça a l'air que c'est un spécial. Semble-t-il que c'était... Mettons que ça n'a pas chialé dans la chambre des Canucks quand il a été échangé. Là. Puis que ça a comme j'ai fait... entendu... J'ai lu en fait des commentaires comme quoi que l'ambiance avait été assainie après cette transaction-là. C'est vraiment ça que tu vas amener dans ton jeune vestiaire à Ottawa? Sérieusement, Pierre Dorion, là, c'est un peu dans le même style. Il l'échappe. Il l'échappe. Ouais, non, puis DJ Smith est en train de l'échapper en masse aussi. DJ Smith, je l'ai toujours défendu malgré ma haine parce que lui n'aime pas Brandstrom. Je l'ai toujours défendu parce que l'identité qu'il amenait au Sens, du travail, de se présenter chaque soir, j'admirais ça. Là, l'équipe se présente plus depuis un bout. Puis après chaque match, c'est les excuses. Puis oui, il a un peu raison dans un certain sens. Les Sens qui n'ont vraiment pas été chanceux. Mais là, c'est qu'ils donnent la permission à ces joueurs de prendre des soirs de congé quasiment. Là. Pour moi, Dorion puis Smith, c'est... je sais pas quoi, j'ai hâte de voir combien de temps ça va durer, mettons. Du propriétaire derrière le banc, les 3 étages, il n'y a rien de bon. Mais ça reste pas la pire transaction à Monique, par exemple, du trade deadline. Je pense que la pire transaction revient à Jarmo Kekalainen pour avoir obtenu Aiden Reschuk contre Max Domi. C'est tout ce qu'il a obtenu dans cette deadline-là. Ça, honnêtement, Reschuk, l'année passée, on en a parlé quand même pas mal. Là. C'est un bon défenseur offensif avec des belles qualités, mais il y a beaucoup de peaufinage. Puis cette année, je pense que j'ai cru comprendre que ça allait pas super bien sa première année en NCAA. Fait que ça, pour moi, c'est la pire transaction. Après ça, j'irai avec Amonique, effectivement, parce que ça fait pas de sens pour l'organisation. Je pense que l'aspect dans la chambre, puis l'attitude du joueur, puis tout, je pense qu'il commence à être connu, là, Max Domi, là-dessus. Là. Ouais. Donc, je pense qu'on peut vraiment être content d'avoir eu Josh Anderson contre ce gars-là, sérieusement. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il va être une longue carrière dans le national de hockey, mais avoir Kotkaniemi puis Domi dans la même équipe, dans ton bottom 6, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais avec Rob Brindamour en arrière du banc,
peut-être que ça va être correct, là, mais Kekalainen là-dessus, c'est comme ouf, ok, il vaut rien. Il vaut absolument rien, Domi. C'est quoi cette affaire-là? Max, ça faisait le tour pour les Sens ou tu avais autre chose? Je pense qu'il n'y avait pas d'autres transactions qui avaient été faites. Non, ça fait heureusement. le tour. Ouais, c'est ça. On va limiter les dégâts. Moins il en fait, mieux c'est souvent Dorion. Ouais. Effectivement. Good. Tu restais-tu avec nous pendant qu'on parlait des Pens ou des Wings? Ou, m'en va me coucher, moi. All right. Mais je vais juste te laisser en disant que les Ducks ont obtenu un bon retour pour Raquel. Non, tabarnak. Salut! Non, c'est pas vrai. C'est une blague en passant. C'est juste que Matt, ça le fâche, ben gros. Salut! Ça amène le prochain sujet. Merci, Max. On s'en rejase. Max, qui est dans le show du matin à Boulevard 102.1, vous pouvez l'écouter, qui est aux nouvelles et qui vient intervenir parfois, qui vient parler de sa vie amoureuse. Bref, 102.1 à la radio de Québec. Il rappe aussi, ça y arrive. Oui, quand il y a des tempêtes, mais là, ça devrait plus arriver. Max parlait des Pens, effectivement. Moi, je suis très, très, très content du move de Ricard Raquel qui a été échangé des Ducks aux Pens. Je suis content de la transaction en soi. Je suis content aussi que Ron Hextall ait tenu parole parce que quand il est arrivé en poste, Hextall a mentionné que, premièrement, il voulait garder son choix de première ronde pour le prochain repêchage, puis il ne voulait pas toucher à ses meilleurs espoirs. On s'entend que le pipeline des espoirs à Pittsburgh, il n'est pas très bon, là. Non. Mais tu sais, tu as quand même P.O. Joseph, Nathan Légareux, puis Samuel Poulin. C'est pas mal les trois meilleurs prospects, si on veut, de l'organisation. Donc, on a réussi à ne pas toucher à ça. Moi, ce que j'avais peur, c'est que Hextall paye Poulin et un choix de première ronde contre un joueur XYZ, peu importe. Ouais. Puis finalement, c'est pas arrivé. Fait que j'étais très satisfait de ça. J'ai trouvé que le trade était très mauvais pour les Ducks. Ouais, vraiment. Je comprends que Raquel avait une valeur un petit peu négative par rapport à sa production, mais je pense juste que c'est un gars qui n'a pas nécessairement embrassé la reconstruction avec les Ducks, puis que c'est un joueur qui est complémentaire, mais qui peut être très bon comme joueur complémentaire. Puis là, tu le places avec un Malkin. Ça t'a coûté un choix de 2. Ça t'a coûté Carl Klang, qui est un espoir, un bon espoir, là, mais je veux dire, dans 5 ans, on va pouvoir dire, ouais, finalement, il n'était pas si bon que ça. Puis ça a coûté 2 plombiers, littéralement. C'est des plombiers, là. Ils ont donné Zach Aston Reese puis Dominique Simon. Dominique Simon, la vraie prononciation. Je veux dire, c'est merveilleux là, comme transaction pour les Pens, sérieusement. Ouais, en tout point, là-dessus, c'est vraiment les Pens qui gagnent. Peut-être qu'ils ont manqué de temps avec Raquel. Peut-être que le marché pour Raquel n'était pas là pantoute. Fait qu'ils n'ont comme pas eu le choix de le liquider à la fin. Là, mais tu sais, vraiment content pour les Pens que ça n'ait pas coûté aussi cher d'ajouter un élément de top 6. Donc, non, à mes yeux, pour Anaheim, c'est un deal breaker pour les mettre dans les winners du deadline. Ils ne sont pas dans les losers, ils ne sont pas dans les perdants. Là. Non, parce que la transaction de Lindholm était bonne. Fait que... Ouais. J'aime pas le retour sur l'investissement de Raquel, mettons. Non. Puis, ça aurait pu être meilleur que ça. C'est ça. Puis, tu sais, Aston Reese puis Simon, pour vrai, c'est pas... Présentement, là, c'était des joueurs de 3e trio qui pouvaient dépanner sur les 2 premiers trios en cas de blessure, puis ils performaient correctement parce que, ben, c'est les Pens. Tu mets n'importe qui ces 2 premiers trios, puis ça va fonctionner pendant un petit temps. Tu sais, Evan Rodriguez, c'était ça. Là. Il était quasiment point per game au début de la saison, mais parce qu'il jouait avec des bons joueurs, puis ça. Puis là, tout le monde est revenu, puis là, lui, son rang dans la hiérarchie a baissé, puis là, il ne produit plus. C'était un peu le problème aussi de la majorité des alliés chez les Pens. Fait que je suis bien content de voir un marqueur de but comme Raquel arriver pour donner de la profondeur à l'aile. Est-ce que c'est un joueur qui peut signer un contrat avec les Pens?
Je connais pas la situation salariale complète, les joueurs qui reviennent l'année prochaine par cœur, mais je pourrais pas mettre ça de côté non plus. Il pourrait peut-être décider de re-signer, on le sait pas. Non. C'est une bonne fin de saison, puis il veut pas un contrat de 7 millions. Peut-être que ce sera pas 7 millions, il voudra jamais 7 millions, mais tu sais, non, c'est 5 4x4, là, pourquoi pas? Oui. Hey, je prends ce gars-là avant Kapanen. Puis Kapanen a coûté cher. Ouais, très cher, même. Trop cher, même. Fait que, tu sais, je prends Raquel avant. Fait que, tu sais, j'étais très, très, très content de cette transaction-là. Je le dirai pas assez, mais très content de mes peines. Ils ont rajouté aussi le bon vieux Nate the Great, mais ça, sérieusement, c'est genre des considérations futures quasiment. C'est un choix conditionnel de 7, puis la condition, c'est quasiment impossible qu'elle se réalise. Fait que finalement, il n'y aura juste pas rien contre Beaulieu. C'est un chandail de plus, sans plus. C'est vraiment la transaction de Raquel. Très, très bonne. Très d'accord avec toi. Tes Wings, ils ont capitalisé sur Nick Leddy. Ouais, on capitalisé sur Nick Leddy. Ça n'a pas été un gros joueur cette année à Yzerman au niveau du marché. Puis, il n'y avait pas grand-chose à vendre. C'est vraiment une année de transition. On voit qu'il commence à gagner un peu plus. Là. Les jeunes prennent beaucoup de place. Donc, là, ça va être de les entourer puis de faire, pas upgrader, mais de faire monter des jeunes dans l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'il a ramené déjà, Leddy? Je ne me rappelle plus. Je vais aller te dire ça. Ça avait quand même été pas pire pour vrai le retour. Puis, tu sais, les Blues, moi, je pense qu'ils étaient dans le derby de Cherrot. Puis probablement qu'ils ne voulaient pas. C'est ça, ils ne voulaient pas payer ce prix-là. Puis je trouve que le prix a quand même été pas pire. Les Blues ont obtenu Leddy puis Luke Witkowski, qui est une espèce de goon. C'est un gars tough là, qui peut dropper les gants puis tout ça. Ils ont donné Oscar Sundqvist, Jack Wallman, puis un choix de deuxième tour en 2023. Fait que c'est quand même pas pire. Là, c'est encore là. C'est c'est ça. Ils ont donné comme 2 plombiers très remplaçables dans un alignement. Puis un choix de deuxième tour. Ils n'ont pas payé de choix de premier tour. Fait que c'est vraiment pas pire. Non, c'est bien correct ce qu'il a fait. Puis je ne suis pas ni chaud ni froid. Il n'y a pas d'un perdant, il n'y a pas d'un gagnant. Parce que c'est une année de transition pour lui. Probablement que ça va être 2-3 années de transition pour son équipe. Donc, il n'y a pas à payer pour avoir des joueurs de plus. Puis il n'y a pas à liquider son club. Fait que, tranquillement, pas vite, tu peux juste naviguer sur le marché. Puis si tu vois une bonne aubaine, comme Tyler Bertuzzi, il aurait pu être échangé. Mais peut-être attendre une année de plus, va valoir plus cher. Donc, non, c'est pas. Je suis bien content qu'il a été silencieux à Yzerman. Parce que c'est pas ça son rôle en ce moment sur le marché. Non, puis tu sais, il a quand même obtenu un choix de 4e ronde en 2024 contre Namestnikov. Namestnikov, c'est très, très, très mineur, mais tu sais, regarde, tu as une occasion d'avoir un choix de plus, ben go. En 2024, c'est loin. Tu peux utiliser ce choix-là éventuellement aussi dans une transaction ou whatever. Okay. Good. Date limite des transactions. On ferme les livres, c'est terminé. C'est vrai, avant de closer, Evgeny Dadonov. Je vais juste faire une petite mise à jour parce que j'ai checké un peu le dossier. La transaction a été annulée. Ça a quand même brassé, puis je dirais que les Golden Knights sont un peu dans le trouble à cause de ça. Les Ducks envoyaient John Moore puis Ryan Kessler aux Golden Knights. Ryan Kessler, en fait, c'est son contrat qui allait sur la liste des joueurs blessés à long terme, ce qui permettait aux Golden Knights d'extensionner leur plafond salarial jusqu'à la fin de l'année pour permettre le retour de Martinez, Lehner et Stone qui sont blessés présentement, qu'eux vont devoir quitter la liste des joueurs blessés à long terme éventuellement. Fait qu'on échange d'Adonov en plus d'un choix de deuxième tour aux Ducks. Malheureusement, la transaction a avorté parce que il semblerait
que Dadonov avait une liste de 10 équipes chez lesquelles il ne pouvait pas être échangé. Puis cette liste-là n'aurait pas été transmise par les sénateurs aux Golden Knights lors de la transaction. Ça, c'est la version des Golden Knights. Par après, ils ont appris qu'il y avait une trace d'un communiqué qui avait été envoyé, puis tout ça, mais les Golden Knights n'avaient pas été avisés ou whatever, mais la Ligue avait été avisée. Puis, tu sais, les no-trade clauses, là, les clauses de non-échange sont accessibles sur Puckpedia et sur CapFriendly. Fait que, tu sais, normalement, tu es censé le savoir. Mais là, le problème, c'est que les Ducks étaient sur la liste des équipes où ils ne voulaient pas aller. Fait que là, ils ont échangé Dadonov à une équipe qui ne pouvait pas l'échanger. L'Association des joueurs et la Ligue nationale ont investigué, sont allés chercher les preuves des échanges de courriels, les échanges de listes, les validations au niveau de la Ligue nationale pour la transaction Ottawa-Vegas. Et finalement, la décision a tombé. Dadonov, la transaction a été annulée. Donc là, ce qui arrive, c'est que Dadonov, il est pogné à Vegas avec une équipe qui voulait l'échanger pour du salaire. Ils le font jouer pareil, ils n'ont pas le choix. Alec Martinez est proche d'un retour. Ils ne peuvent pas le réactiver parce qu'ils n'ont pas de place à la masse salariale. Stone va revenir aussi. Puis Lehner, ben, ça risque d'être un petit peu plus long, peut-être pour les séries, mais bref, ils n'ont même pas d'argent pour ramener Martinez dans le line-up présentement. Fait que là, les options, ben, si tu dépasses le cap salarial, tu risques de perdre des games par défaut, perdre des choix repêchage. La Ligue peut décider d'invalider des contrats. Ça peut être quand même assez complexe. Ou tu échanges Dadonov à une équipe après la date limite des transactions, mais il ne peut pas jouer avec l'équipe en série. Fait que c'est un peu ça le topo là, présentement. Là. Ça a quand même brassé là, pour vrai. Puis Vegas, tu sais, à un moment donné, ça fait plusieurs crossettes qui essayent avec la masse salariale. Puis là, ils se sont tirés dans le pied. Puis là, ils sont un peu dans la merde. Ça prouve à quel point Julien Brisebois et son équipe sont bons. Oui. Vraiment. Ouais, comparativement aux autres. Vraiment. Surtout comparativement à Dallas, à Vegas. Puis là, ben, fermeture de la parenthèse, mais il y a une rencontre éventuellement, puis ça se peut que la Ligue enlève ou peut-être bonifie, on ne le sait pas encore, mais il y a un débat qui va s'ouvrir sur justement la liste des joueurs blessés à long terme, puis le fait d'extensionner le plafond salarial. Bon, une discussion là-dessus, mais l'espèce de stratégie Kucherov, là, ça se pourrait que ça soit plus possible de faire ça. Mais si c'est plus possible de faire ça, Vegas sont encore plus dans la merde dans les prochaines années. Là. Ils ont des gros contrats, eux autres, sur le masse salarial. Puis tu sais, moi, personnellement, je comprends pas. Tu sais, je sais pas que je comprends pas, c'est correct, là. Mais comment les règles peuvent être différentes dans un sport entre la saison et les séries éliminatoires. Juste la prolongation, c'est différent. Puis là, au niveau de l'échelle salariale, c'est différent. Puis en plus, ils ont des petites crossettes pour profiter de tout ça. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent leur point sur la table. Puis ils veulent la parité. Mettez les règles en conséquence, là, parce que là, ça n'a aucun rapport. Tu sais, la prolongation, je peux vivre avec, parce que c'est pas pareil. Là. Commençons pas à avoir des prolongations à 3 joueurs dans les séries éliminatoires, ça n'a pas de bon sens. Mais ce que tu sais, veux pas une prolongation à 3 périodes, là. C'est fun à maudit, là. C'est impressionnant, là, ça te tient sur le bout de ta chaise. Là. Mais tu sais, qu'un joueur qui n'a pas été là toute la saison arrive à la fin de la saison puis te donne un boost incroyable à ton alignement, ça commence à me gosser un peu, là. Ce genre d'affaire-là, ce genre de procédé-là, c'est comme ah ben non, c'est vraiment là qu'il était prêt dans son dans sa remise en forme. Le premier match des séries, c'est vraiment là qu'il était prêt. Ben oui, c'est ça. Fuck you. on a les résultats médicaux pour le prouver. Ouais, c'est ça. Gratte-moi à côté de ma poignée gris dans le dos. Non, ça n'a pas rapport. Là. Fait que, tu sais, il va falloir que ça fait pas sérieux. Ça fait vraiment pas sérieux, ce genre d'affaire-là. C'est pas bon pour l'image. Non, c'est clair. Fin de la parenthèse pour la date limite des transactions. Pascal, est-ce que tu as regardé le match Kubota des meilleurs prospects de la CHL? Non. Il n'était pas disponible sur une stat aujourd'hui. Je voulais le downloader, mais il n'était pas disponible.
D'accord. Toi, tu Je vais en l'écoutais? glisser un. Ouais, je l'ai écouté. Je l'ai regardé en différé. Je suis arrivé du travail, puis je l'ai regardé, puis c'était un très bon match. Il y a des joueurs que j'ai trouvés qui étaient un petit peu effacés, que j'aurais aimé voir plus, mais tu sais, dans un match où il y a autant de talent que ça, parfois c'est difficile un peu de ressortir. Fait qu'il faut vraiment s'attarder aux détails, puis s'attarder, voir si les forces des joueurs ressortent un peu plus dans le contexte qu'il y a beaucoup de joueurs de talent sa patinoire. Tu sais, c'est un gars comme Gazizov puis Sapovaliv, mettons, que c'est deux prospects que je vois pas en première ronde. C'est des gars qui sont capables d'être offensifs, mais vois-tu, dans le match, j'ai trouvé que côté échec avant, côté détail, côté progression de rondelles, ils ont été excellents. Puis Ouais, ils ça, ont joué j'aimais ça. plus un rôle, dans le fond. Oui, Ils se sont exactement. fait donner un rôle puis ils l'ont joué, c'est important, ça, pareil. C'est vraiment Exact. important. À cette heure que tu es rendu un joueur moins important dans l'alignement, qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'équipe? Tu joues le rôle au niveau de l'échec avant, de jouer les grosses minutes. C'est parfait. C'est aussi bon que de jouer sur le top 6 puis faire 3 buts. Ben, c'est pas aussi bon, là, mais c'est bon. Exact. Puis tu vois, ça n'a pas été le cas d'un gars comme Luka Delbel-Bellouz que j'aurais aimé. On connaît son arsenal de son tir. Il a un excellent tir. Mais il n'a pas eu l'occasion de prendre des tirs. Puis il n'a pas saisi les occasions. Il ne s'est pas créé des occasions de prendre des tirs non plus. Fait que lui, j'ai trouvé très effacé. Il a gagné, de mémoire, là, il a gagné une bataille derrière le filet à un moment donné en échec avant. Puis ça a pas mal été son highlight de la partie. Là. Et Furcus, je pense qu'il a quand même bien joué parce qu'il a produit Jagger Furcus qui joue avec Matechuk, je me semble, avec Moose Jaw. Moi, je me trompe avec un autre. Là. Grosse game. Matechuk aussi, il a été un corps arrière très efficace dans cette game-là. Pour vrai, j'ai vraiment aimé comment, sous la pression, il se repliait pour se donner de l'espace pour repartir la relance. C'était un match qui était quand même à haut rythme. Fait que ça patinait. Là. C'était vraiment plaisant. Puis tu voyais que Matechuk, il n'était pas impressionné par ça. Fait que j'ai vraiment aimé. Niveau LHJMQ, très aimé nos joueurs. Nathan Gaucher, j'ai trouvé première période un petit peu en montagne russe. Là. Il y a eu quelques coups d'épaule intéressants. Il y a eu des percées intéressantes. Il a fait un but qui a drivé le net. Mais ça, c'était en deuxième période, je crois, là, de mémoire. J'ai pas pris de notes pendant la game. Là. Je soupais en même temps. Fait que je me suis pas pris de notes. Fait que là, j'y vais vraiment de mémoire vraiment pure. Là. Mais il me semble que c'est en deuxième qu'il a marqué son but sur une passe d'Antonin Véro. Véro a bien joué aussi. Il a créé des belles pièces de jeu. Luno a été très bon. J'ai vraiment aimé son match à Luno. Ça m'a. Pourtant, Grant McCagg n'a pas aimé sa game. Pourquoi tu trouves qu'il est bon? Parce que McCagg. Je vais pas. Non, va garder. J'irai pas là. J'irai pas là. Luno, en fait, au début du match, je trouvais Noah Warren a eu un très solide début de première période. Une très bonne première période. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il s'est effacé un petit peu. Là. Fait que, là, au début de la première période, j'étais dans le mood. Bon, Warren va me donner une meilleure game que Luno encore. Puis je vais être encore un petit peu déçu par Luno. Puis finalement, pas en tout. J'ai aimé les jeux de transition à Luno. J'ai aimé sa prise de décision. J'ai aimé comment il gardait constamment ses pieds, ses mains en mouvement. Non, pour vrai, j'ai trouvé qu'il y avait un bon match. Mais je peux malheureusement pas en dire autant de Maverick Lamoureux. Encore une fois, j'avais la discussion avec Andy Lehoux de Future Consideration. Il était sa galerie de presse au Rempart l'autre jour, puis on parlait justement de Lamoureux. Puis, tu sais, ça, je disais, je comprends le projet, je comprends que le gabarit est là, il y a des aptitudes athlétiques qui sont là. Je comprends tout ça, puis je comprendrais qu'il sortirait début deuxième ronde. Je comprendrais parfaitement. Mais, tu sais, pour moi, les aptitudes athlétiques, c'est une chose. Moi, là, ça ne me dérange pas de travailler avec un joueur éventuellement sur son patin,
travailler sur ses mains, travailler sur son tir. C'est des aptitudes qui se travaillent. Mais je vais préférer travailler sur ça avec un joueur que de travailler sur l'aspect décisionnel, que ça, c'est beaucoup plus difficile à corriger. Puis encore une fois, dans le match de la CHL d'hier, des meilleurs espoirs, j'ai trouvé que son aspect décisionnel était pas bon. En guise d'exemple, ça allait trop vite. Tu as mis le doigt là-dessus. Ça allait trop vite pour lui. Il était en arrière du net. L'autre défenseur était dans le coin de la patinoire pour entamer la sortie de zone. Puis il a trouvé le moyen de faire une passe qui a dévié sur le filet. Il a fait une passe, ça a pogné le bas du filet. La puck ne s'est pas rendue. La pression est arrivée sur le défenseur dans le coin. Revirement en fond de zone. L'autre équipe s'est installée. Puis il s'est constamment battu avec la rondelle. En maniement de rondelle, là, il avait l'air stressé. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je comprends toutes les aptitudes. En powerplay, il a distribué des bonnes rondelles. Il faisait bouger la rondelle. C'était correct. Il y avait du temps. Mais c'est ça. J'ai des drapeaux rouges aussi sur lui. Je l'ai vu une fois en live, puis plusieurs fois là, sur Instat. Là. Ça va trop vite un peu pour lui des fois. Je comprends le projet, je comprends le gabarit, la mobilité, tout le mélange. Son attitude mine est intéressante, mais c'est un projet de développement. Là, moi, personnellement, le monde qui vient en première ronde, je fais comme si tu le mets en première ronde, c'est où tu mets David Jiricek, tu le mets quoi en premier overall, tu values ben trop l'aspect physique puis l'aspect attitude comparativement au talent avec la rondelle puis la finesse. Moi, personnellement, je serais d'accord avec, à partir du milieu de la deuxième ronde jusqu'en troisième ronde, je serais d'accord de le prendre dans une équipe. Parce que, justement, le projet est là, tu peux prendre ton temps avec lui, il n'y a pas de problème. Mais ils y mettent la pression d'être un joueur de première ronde, comme Nolan Allen à Chicago l'année passée. Comme je ne comprendrais pas de faire ça. Attends, pendant la deuxième ronde, c'est pas grave. Tu peux, si ça faut absolument, selon toi, il faut que tu le prennes en première ronde, tu as un problème d'évaluation. Hein. Surtout avec le repêchage cette année où il y a plein de défenseurs modernes. Vraiment beaucoup de modernes en fin de première ronde. À partir du milieu de la première ronde, sérieusement, il y a vraiment beaucoup de défenseurs intéressants, plus que Maverick Lamoureux. Ouais. Mais tu sais, on verra bien, là, mais tu sais, j'aime le profil, mais pas tôt dans le repêchage. Mettons, le Canadien prendrait début première ronde avec leur choix aux autres, je serais pas content. Début première ou début deuxième? Début deuxième. Ok, c'est ça. Ouais, là, j'étais comme premier. Avec leur premier choix de deuxième ronde, là, leur choix de deuxième ronde, je me suis trompé, je pense. Je serais vraiment pas content. Ben, le choix de Calgary, je serais comme, voyons. Ouais. Va prendre Matechuk, va prendre limite Ty Nelson avant ce gars-là. En tout cas, on verra bien, là, sérieusement. C'est un gars de la Q. J'ai encore beaucoup de matchs à écouter de lui. Mais à chaque fois, je regarde. Moi, un des aspects que j'aime le plus regarder chez un joueur, c'est son impact. Y a-tu un impact? Si son impact, c'est juste qu'il est capable de plaquer devant le net et de libérer la vision de son gardien de but. Ben de la misère à aimer ce joueur-là, Noah Warren. Il y a un impact à chaque game. À chaque game, il y a un impact, peu importe dans les zones où l'aspect, il y a tout le temps quelque part qui va avoir un impact. Lamoureux, c'est une game sur deux, peut-être qu'il n'y a aucun impact. Tu n'as aucun sentiment par rapport à la game. Fait que c'est ça. Puis sinon, il y a eu Ivan Zigalov dans le net qui a bien fait quand même. Il a eu une bonne game. Il était occupé pas mal, mais il y a eu une bonne game. Fait que, pour la LHJMQ, là, ça a quand même bien été, là, je te dirais. Pour le reste, dans les joueurs que j'ai vraiment aimés, ben, j'ai nommé Furcus puis Matechuk. Mathieu Savoie, gros match, là, il a été très impliqué dans une équipe qui n'a eu aucune implication. Les Rouges, là, c'était difficile. Les jeux ne se faisaient pas, les jeux avortaient. Très peu d'implication versus l'équipe des Blancs. Mais Savoie était des attaques. Il y a eu des moves, là. Il a créé des chances. Vraiment beaucoup. Il aurait mérité des buts, là, honnêtement. Là.
Shane Wright a marqué, s'est échappé au début du match, il a raté son tir, s'est échappé en 2 contre 1 par après, il a marqué. Belle rapidité sur son but. Ouais, j'ai vu son but, très belle rapidité. Là. Il a vraiment explosé. Il a explosé vraiment beaucoup. Couverture, écoute, il a explosé, puis la couverture, c'était Connor Geeky. Fait que. Wright, il l'a eu un peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que Wright a eu une bonne game, je trouve, dans l'ensemble. Pas rien de fou, d'impressionnant. Je pense que Savoy a eu plus, mettons, de moves type highlight, là, plus saute à l'œil que Wright. Mais Wright a été efficace pareil. Il a eu le joueur du match de son équipe. Je ne suis pas tant d'accord avec ça. Là. Il l'a eu parce qu'il a marqué le seul but de son équipe, mais je pense que Savoy a eu plus d'impact dans le match que Wright. Connor Geeky m'a un petit peu déçu. Peut-être parce que j'avais des... Ben, en fait, là, Korchinski et Geeky, c'est 2 joueurs que j'avais des grosses attentes pour ce match-là. Puis Mintyukov aussi. Puis c'est 3 joueurs que j'ai été déçu par rapport aux attentes que j'avais. Ils n'ont pas eu des mauvais matchs. Mais Korchinski n'a pas eu un bon match, en fait. Ça n'a pas été très, très, très bon. Là. Mais tu sais, Mintyukov et Geeky n'ont pas eu des mauvais matchs, mais je pense que pour les attentes que je m'étais faites, j'ai été un petit peu déçu. Tu sais, Geeky, c'est un joueur de système, selon moi. Fait qu'instaurer ton système pour un match, d'après moi, il y a eu de la misère à s'adapter. Korchinski, c'est un peu la même chose. C'est un gars qui a une belle progression toute la saison, mais il va bien évoluer quand il va avoir une chimie dans ton équipe. Puis l'autre que tu as parlé, c'est Mintyukov. Il y a eu un problème d'adaptation au début de la saison. Puis c'est à partir de novembre, fin novembre, qu'il a commencé à être correct. Là. Fait que j'ai comme l'impression aussi que c'est pas le genre de match. Un match ponctuel de même, c'est peut-être pas le genre de joueur qui va bien naviguer là-dedans. Fait que ça ne m'étonne pas que les 3 n'ont pas super bien ressorti. Puis que Savoie, que lui, il joue sa game peu importe contre qui. Ça ne m'étonne pas en tout qu'il ressorte dans ce genre de game-là. T'sais, toute sa vie, lui, il va dicter l'allure d'un match. C'est sûr qu'il va être correct. Shane Wright, c'est un gars de système aussi, avec un talent aussi qui est élite, donc il va ressortir un peu plus. Mais moi, ce genre de match-là, je regarde vraiment plus ça pour des joueurs que je ne connais pas. Puis qui repop. Tu sais, Furka, je le connais quand même parce que j'ai regardé beaucoup Matechuk, puis j'ai aimé ce que je vois avec Mousja. Mais là, avec la game qu'il y a eu, c'est sûr que je vais recommencer à le regarder parce que j'avais plus, mettons, 3e ronde. Peut-être qu'il va monter dans ma 2e ronde avec les écoutes que je vais faire plus focaliser sur lui. Tu sais, c'est vraiment barème. Tu sais, les joueurs que je connais, j'évalue pas leur jeu dans cette game-là, mais les autres que je connais pas, je suis comme, OK, je vais aller revoir, je vais aller voir. Tu sais, Warren, je l'ai pas vu beaucoup cette année. Puis j'ai hâte de le voir dans cette game-là, parce que je l'ai pas encore écouté, là, mais j'ai hâte de le voir pour pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner de plus. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça que ça me sert. Même affaire pour le championnat du monde junior. Il n'y a pas beaucoup de draft eligible dans ce tournoi-là. Mais pour ce qu'il y a, mais ça aide à focaliser ton scouting un petit peu. Ah, ben, il faut avoir un contexte. Puis, tu sais, hier, c'est pas des performances qui vont tellement jouer sur mes rankings, mais moi, c'est ça, j'écrivais sur Twitter. Ça fait, depuis notre mid-ranking, j'ai pas écouté de juniors, de joueurs éligibles au repêchage. J'ai juste regardé des espoirs du CH. Fait que un match de même, ça m'a recrinqué pas pire. Là. Puis, tu sais, mettons, je reviens pour Mintyukov, là. J'avais la discussion avec Seb, notre nouveau à TSLH Espoir. Puis j'ai pas haï son observation. Mintyukov, on l'a vu là, depuis les fêtes, il prenait beaucoup plus de risques, si on veut. Il s'offrait plus en offensive. Puis c'est là que tu voyais un peu le talent ressortir et tout ça. J'ai l'impression qu'hier, puis c'est Seb qui me faisait observer ça, puis il avait raison, c'est qu'il était plus sur le reculon. Il était plus... Okay. Il essayait de bien jouer. Il essayait de ne pas faire d'erreur, puis il était moins dans son style de jeu de foncer vers l'avant. On l'a vu une fois de temps en temps appuyer l'offensive, mais
il nous a habitués à plus depuis les fêtes, puis c'est ça, il était plus dans son style du début de l'année. C'est con à dire, mais ce gars-là, il faut qu'il joue avec du swag. Faut qu'il joue avec. Comme ça, je t'avais déjà dit, là, c'est un joueur qui fait beaucoup penser, sans l'aspect mean, à Sergachev. Sergachev, s'il joue avec, qu'il soit cocky sur la glace, confiant et tout, il va avoir un impact, c'est sûr. Mais même affaire à Mintyukov. Quand il dit OK, je me fais confiance, je le fais, peu importe ce qui arrive, j'y vais, let's go! Ben, il va être bon, mais il va être pas. Lui, il est bon, lui, il est bon. Mais quand justement il est plus sur reculon, il est moins confiant, c'est là que c'est le problème. Fait que tu sais, Mintyukov, il va falloir prendre son temps avec lui. Il va falloir que l'équipe qui va l'avoir va le laisser dans la CHL encore 2 saisons. Après ça, au moins 1 saison et demie dans la Ligue américaine, peut-être 2. Fait que 4 ans de développement post-repêchage, selon moi, c'est ce qu'on devrait avoir avec Mintyukov. Parce que je crois qu'il y a un petit problème d'adaptation, comme j'ai dit tantôt. Là. Et fait faut qu'ils prennent leur temps avec lui. Moi, c'est un gars que j'aimerais beaucoup à Montréal, sérieusement. C'est vraiment, même si c'est un défenseur, il est gaucher, Mintyukov, si je me souviens bien. Hey, de mémoire comme ça. On a l'air con, mais c'est sans souvenir des fois, c'est pas évident. Pareil. On en voit tellement des défenseurs, ça, des joueurs. Mais peu importe, je trouve que c'est le genre de défenseur, si tu parlais qu'il faut qu'il joue avec swag, ben la nouvelle mentalité du CH, c'est un peu ça, c'est de laisser les joueurs s'exprimer. Fait que c'est ça, il est gaucher, Mintyukov. Ouais, il est gaucher. Puis même s'il est gaucher, c'est pas grave. Sérieusement, ce genre de défenseur-là, si tu peux l'avoir en fin de première ronde, ou bien t'avancer pour aller chercher 18, 19, 20e, aucun problème avec ça. Au pire, Matechuk, que tu peux aller chercher, ou Korchinski s'il drop, là. Mais Mintyukov, il y a un petit plus, je trouve, personnellement, sur les autres. Yes, fait que tu pourras m'en dire plus quand tu vas regarder le match, mais dans le fond, dernièrement, quand j'ai regardé les espoirs des Canadiens de Montréal, j'ai fini avec Kaylin Goulet, puis les acquisitions. Fait que moi aussi, j'ai mis ça un peu sur la glace. Mais j'ai regardé dernièrement, j'ai produit un profil cette semaine. Je me rappelle même plus c'est sur qui. Bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai Kaskimaki. Ouais, Kaskimaki. Alexandri Kaskimaki, un Finlandais qui va sortir assez loin. Donc, on a un profil. Au moins, on a un profil sur un autre texte que j'en parle aussi au début de l'année sur le Linka. Mais c'est un joueur qui me déçu un petit peu. Mais là, je regarde Victor Neutchev. C'est Simon Servant qui m'avait parlé pas mal de Neutchev. Ben, pas mal. Il a dit, tu vas l'aimer probablement. Non. C'est pas que je l'aime pas, mais tu vas le détester. D'après moi, tu vas le détester. Il faut que tu le regardes, par exemple. Mais tu sais, j'ai montré une vidéo tantôt. Je t'ai montré une vidéo qui score un but puis il dab. Ouais. Tu fais un dab. Je savais pas que c'était lui. J'avais pas catché que c'était lui. Ouais, c'est Neutchev. Puis il fait assez souvent. Quand ils font un but, c'est quasiment comme un touchdown au football. Là. Il y a toute une petite danse ou une petite tape un peu spéciale avec ses... C'est correct, là. C'est en Ligue junior, en Russie. Il s'amuse avec ses amis, mais un dab, là, c'est comme... Ah non, on fait pas ça, dude. Mais tu sais, c'est le conservateur peut-être en moi qui ça le froisse un petit peu, là. Mais tu sais, niveau protection de rondelle, ces affaires-là, il y a vraiment des bonnes mains, un bon tir, puis tout. C'est le typique russe, mais il triche, là. Il triche vraiment souvent sur la glace, là. Mais le petit dab, j'étais comme, ben, voyons donc. Quand tu fais ça l'année de ton draft, on verra bien où il va sortir, là, mais il ne sera pas dans ma première ronde. Vraiment pas. Hier soir, j'ai regardé ça. Je m'en suis noté une coupe de joueurs, là, dont Isaiah George, qui était au match Kubota Top Prospect. Je l'avais pas regardé encore. Fait que je vais porter attention à ça très prochainement. Je vais reprendre mes visionnements très prochainement. Sur ça, on va closer là-dessus. Ouais. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts. On est disponible sur... Hey, j'ai su ça aujourd'hui, Pascal. Je tripais mes rêves. Je me rappelais pas qu'on était sur Audible, la plateforme de podcast d'Amazon.
Et le documentaire de Sidney Crosby est sur Audible aussi. Donc, Sidney Crosby, TSLH Podcast, Audible. Represent. Non, c'est ça, on est disponible en audio sur toutes les plateformes de podcast, en vidéo sur YouTube. Puis, prochain épisode, pour les amateurs de prospect, on vous présente un épisode particulier, un épisode spécial, strictement de TSLH Espoir, qui va regrouper moi, Pascal, Simon Servant et Simon Saint-Laurent, qui va venir sur le podcast avec nous. Pour Saint-Laurent, c'est la première fois. Ils vont venir sur le podcast avec nous. On a écrit sur Twitter qu'on attendait vos questions au niveau des prospects. On a écrit sur Twitter, sur Facebook aussi. On l'a partagé sur nos Twitter respectifs. Venez nous poser vos questions au niveau des prospects, que ce soit repêchage, le CH, ailleurs dans la Ligue nationale. S'il y a des joueurs dans les questions qu'on n'a pas vues, on va prendre le temps d'aller voir pour essayer de vous répondre à vos questions le plus possible. Jusqu'ici, là, on a vraiment beaucoup de questions. On est très contents. On vous prépare quand même un gros épisode pour répondre le plus possible à vos questions. Si on voit qu'il y en a plus, ben Colin, on fera un deuxième épisode ou un troisième même, ça ne nous dérange pas, mais venez sur le compte Twitter de Tout sur le hockey ou sur nos comptes Twitter que vous voyez au bas si vous êtes en vidéo, mais Matt Paradis, Sous le radar LNH sur Twitter, Simon Servant, Simon Saint-Laurent aussi sur Twitter. Venez poser vos questions, on va y répondre dans le prochain podcast de TSLH Espoir. C'est pas nécessairement... Vous pouvez poser des questions, pas nécessairement sur des joueurs, mais juste sur notre philosophie de scouting aussi. Ouais. Sur comment qu'on voit, pourquoi on aime tel joueur ou tel joueur. C'est quoi qui nous permet de monter un joueur sur notre liste, c'est quoi les caractéristiques qu'on adore. Donc, c'est différent pour les quatre, là. Surtout sur Simon Saint-Laurent. C'est complètement différent. Moi, Matt et Simon Servant, on se ressemble pas mal quand même là, au niveau de comment qu'on scout. Ce qui est différent, c'est plus la répétition, parce que Saint-Servant, il torche au niveau de juste le nombre de matchs qu'il regarde. Là. Mais on a toute une philosophie différente. Fait que, c'est quelque chose que vous pouvez nous poser comme question aussi. Fait que gâtez-vous. En guise d'exemple, là, on a des questions. Comment on pourrait comparer les différentes ligues où les espoirs évoluent. Fait que, on va pouvoir aborder la nationale, la Liga, qu'est-ce qui est la meilleure, tout ça. Il y a du monde qui posait la question, c'est quoi votre aptitude, votre habileté chez les joueurs que vous appréciez le plus. Fait que ça va vraiment au sens large. Vous pouvez même nous demander comment on procède pour regarder autant de matchs que ça. Gênez-vous pas, on va vous le répondre. Ça va me faire plaisir de vous expliquer que dans mon sous-sol, devant ma laveuse, je regarde des matchs pendant que mes enfants ils dorment. Ça ne me dérange pas. Posez la question que vous voulez sur nos fonctionnements tant que ça ne rentre pas dans le personnel. Trop personnel, on s'entend. Mais c'est où tu restes. Ouais, c'est ça. Ça va être correct. Mais non, c'est ça, c'est vraiment au sens large. Notre procédé pour analyser, comme Pascal il dit, des insights sur certains joueurs, peu importe. Je suis Canadien aussi, le top 10, c'est où que Justin Barron est dans mon top 10? Oui, ça revient souvent, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous a demandé quel prospect est bon dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, là, ça, par exemple, ça, c'est large. C'est ça. Il faut quand même être précis un petit peu là, ouais, dans les questions, mais c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que venez nous poser des questions. On va faire ça très prochainement, là, début avril. Ça va être le prochain épisode, en fait, du TSLH Podcast. Ça va être ça. Puis si on voit que c'est un concept que les gens aiment, on va le ramener assurément. Simon, les deux Simon sont toujours bien partants pour nous rejoindre sur le podcast. Puis ça va être disponible sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes, et aussi sur la chaîne YouTube à Simon Servant. Fait que vous ne pourrez pas le manquer, ça c'est certain. Fait qu'on vous remercie bien gros de nous suivre toujours, puis on se revoit justement dans cet épisode spécial du TSLH Espoir.